La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à Bonjour. tous. Ce matin, une de vos journaux, la tension monte. Le Télégramme, des défilés et des violences. La Provence, le dérapage. Le Parisien, la loi de la violence. Du côté de l'Humanité, la lecture est un peu différente. Photos de CRS distribuant les coups de matraque. Le gouvernement perd son sang-froid. Pendant ce temps, les Échos s'intéressent à ces pays où l'on a décidé de ne pas laisser ruiner l'hôtellerie. Les grandes villes déclarent la guerre à Airbnb. On commence avec ces violences en marge des manifestations d'hier. Oui, on pourrait presque sourire devant les différents traitements de l'information par la presse ce matin. Alors, il y a le titre du Parisien, de la manifestation à la bataille rangée. Le Parisien qui nous décrit l'engrenage qui conduit de la contestation de la loi travail par une pétition sur Internet jusqu'à la situation d'hier. 3 heures de guérilla à Paris. Mais quand on ouvre l'Humanité, on trouve plus trace des 3 policiers grièvement blessés. Un seul titre, face aux matraques des défilés à l'unité sans faille. Dans les éditoriaux de la presse régionale, c'est au contraire l'équilibre qu'on cherche. Les pavés, bouteilles et extincteurs lancés contre les policiers hier sont bien sûr le fait d'une minorité, répétons-le, écrit ainsi Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, qui ajoute même « Mais ces actes de l'extrême sont aussi une photographie du ressenti des Français, une impression de n'être pas écoutés ». Car c'est bien l'image d'une France chauffée à blanc qui transparaît ce matin. Alors pas dans Libération, qui disserte sur l'horizontalité du mouvement Nuit debout, sur la possibilité de maintenir le caractère démocratique du mouvement. Rien sur les violences, rien sur les commissions interdites aux Blancs au nom de l'anticolonialisme. Tout va bien. Mais ailleurs, dans le monde réel, la tension monte. Un pays malade, c'est la France. Oui, il n'y a pas que la violence des casseurs ce matin. D'autres indices pointent. Ce sondage, par exemple, en une du Figaro, l'image de l'islam se dégrade en France et en Allemagne. Un sentiment, nous dit le journal, qui progresse fortement dans l'électorat de gauche. Ils étaient 39% des électeurs du Parti socialiste à considérer en 2010 que la place de l'islam était trop importante. Ils sont désormais 52%. Et l'on peut douter que la très longue interview de Manuel Valls dans Society suffise à apaiser cette colère diffuse. Peut-être justement parce que la réponse du Premier ministre au malaise identitaire, aux inquiétudes sur la laïcité, ne s'articule à aucun moment sur 6 pages d'interview avec une réelle pensée critique sur les dérives du capitalisme. Alors ce qu'il faut lire dans Society, c'est l'article sur le général Picmal, dont le procès s'ouvre le 12 mai. Avec cette question, quand un général considéré par tous comme modéré, ouvert au débat, éprouve le besoin de participer à une manifestation anti-migrants à Calais au nom de la défense des valeurs de la France éternelle, s'agit-il de la dérive d'un homme, ou bien faudrait-il s'intéresser à l'état d'esprit d'une armée française rongée par le sentiment de voir s'effondrer ce qu'elle est chargée de défendre ? Vous avez trouvé, Natacha, ce matin un texte qui, dites-vous, résume tout. Oui, il est dans les Échos. Le philosophe Roger Paul Droit s'interroge sur le simple bon sens d'un pays quand on y voit, dit-il, s'assembler la nuit, ça et là, des groupes infimes de rêveurs autistes pour raconter des histoires à dormir debout, et la presse en frémir pendant que le pouvoir regarde ailleurs. S'y remarque aussi un apprenti condottiere, croyant que dire « en marche » suffit pour marcher. La presse qui en frémit de nouveau, et le pouvoir qui de rechef regarde ailleurs. La France s'effrite, nous dit Roger Paul Droit. Le dictionnaire de Littré précise le vieux sens de ce verbe, s'épuiser, se stériliser. Autrefois, une terre s'effritait quand elle s'affaiblissait à force de cultures toujours identiques. Voilà qui convient, la France ploie sous les redites et répétitions, lasse de ressasser les mêmes rengaines, incapable pour l'instant de produire ni richesse nouvelle, ni idées fortes. Mais le sens moderne du verbe effriter colle également à la situation. Le pays se délite, se fragmente. Pourtant, nous dit le philosophe, il fait plutôt bon vivre dans l'Hexagone. Il existe quantité d'énergie, mais ces éléments positifs demeurent éparpillés, émiettés. Ce qui manque, c'est une force de cohésion, une vision qui agrège et soude cette poussière de force et de projet. Une bonne nouvelle concernant la nature, ce n'est pas si fréquent. Exactement, c'est pas souvent, c'est dans le monde. Une information étonnante, la conséquence paradoxale du réchauffement climatique, c'est que les arbres ont plus de feuilles. Comme ils absorbent le CO2, ils développent davantage de verdure au fur et à mesure que la température grimpe. Malheureusement, ça ne compense pas la destruction des forêts primaires par l'agriculture intensive, mais cet été, pendant la canicule, on pourra toujours chercher un peu de fraîcheur en forêt, sous l'ombre plus dense du feuillage. On passe au cerveau ? Oui, parce que le magazine Society nous explique que la grande révolution scientifique à venir, c'est celle-là,
recréer un cerveau humain. Et la course est engagée entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Alors pour le projet européen, on a déjà un robot. Bon, il est stupide, au dire de son créateur, et son seul but c'est de se diriger vers la couleur rouge, mais il agit grâce à des neurones, 5 pour être précis. Bon, le souci, c'est que tout cela ne se fait pas que pour la beauté de la science. Le Human Brain Project américain est financé à parts égales par des entreprises privées, Google et autres, et par une agence du département de la Défense. Alors finalement, la bonne nouvelle, c'est que les résultats ne sont pas pour demain. C'est juste dommage pour les casseurs qui auraient bien besoin d'une greffe de cerveau. On termine avec les liens entre le foot et la politique, peut-être. Mais oui, c'est le site Atlantico qui revient sur cette déclaration délicieuse de François Hollande devant un parterre d'écrivains, auteurs de textes consacrés à des grands footballeurs. Alors quel est son modèle à lui ? Panenka, l'auteur du fameux penalty au ralenti qui passe par-dessus la tête du gardien. Avec cette phrase, parfois les mous peuvent atteindre la perfection. Oui, c'est certain que face à la dureté d'un pavé lancé sur un CRS, face aux haines qui montent, on peut se laisser aller à rêver de mollesse, mais juste une précision, la panenka, c'est pas du tout de la mollesse. C'est de la subtilité, c'est de la précision. C'est un geste maîtrisé, volontairement retenu, mais il y a une vision, il y a un projet. Donc le contresens sur le mot, sur le vocabulaire, ça révèle en fait tous les échecs de la politique. Et je crois que votre analyse de la panenka va faire de vous une consultante pour l'Euro de football sur Europe 1 à partir du 10 juin, Natacha. Moi, je vous présente un nouveau mensuel qui s'appelle Pop Story. C'est très étonnant. C'est rédigé comme un roman de gare, en fait. En une, c'est « Et Brigitte crée à Macron », il y a un petit cœur, c'est tout rose. Et puis, il y a surtout des papiers qui sont extrêmement passionnants, bien écrits. Il y a aussi un truc sur Stromae, un article. Il y a Agnès Salle, la toxicomane. Voilà, ça coûte 5 €, c'est nouveau. Ça s'appelle Pop Story. Et on lui souhaite bonne chance. Merci et à lundi, Natacha, pour la revue de presse.